Bonjour à tous. Bon alors comment vous allez les amis? J'espère que tout va bien pour vous par cette météo un peu particulière. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Et dans cette vidéo machinisme, on va attaquer le quatrième chapitre des techniques de pulvérisation et on va notamment parler aujourd'hui des différentes circulations qui vous sont proposées sur le matériel de pulvérisation. Et on va finir par le dossier du choix des buses en rentrant dans certains détails important pour comprendre les différentes buses entre elles et aussi toute la normalisation qui entoure les buses, et c'est important. Et on fera une dernière vidéo, la cinquième sur la série des techniques de pulvérisation, je pense que ce sera la dernière, pour clore un petit peu ce chapitre et on parlera du volume hectare de bouillie avec les conséquences que ça peut avoir et ça nécessite, je pense, une vidéo dédiée pour expliquer tout ça, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ces sujets. Alors si ça vous convient, eh bien écoutez, on est parti. Alors, comme je le disais en introduction, la météo est très particulière depuis plusieurs jours. On se croirait dans le désert, c'est quand même très inquiétant. Ce n'est pas les profils que j'ai fait la semaine dernière qui me rassurent sur ce sujet. Mais sans rentrer dans le détail, la vidéo devait avoir lieu dehors, sur du matériel, depuis plusieurs jours. J'ai essayé ce week-end, etc. Et en fait, il ne fait pas un temps à sortir un SAM dehors. Donc, je préfère vous le faire en intérieur. On sera plus libre, plus au calme, pour parler de ces sujets relativement techniques. Donc, si ça vous convient, on est parti. Alors, les différentes circulations, elles sont en gros au nombre de 3, je vais simplifier volontairement. La première des circulations, c'est la circulation dite classique, qui en fait est facile à reconnaître, puisqu'en fait votre rampe est divisée en tronçons que vous avez choisis, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 1 mètre, pourquoi pas. Et bien au bout de ces tronçons-là, en circulation classique, il y a un bouchon, tout simplement. Il n'y a pas de retour en cuve. Voilà, la pulvérisation qui est envoyée par vos pompes arrive dans ces rampes et est forcément épandue. Donc c'est une circulation qui a moins de volume mort que les autres, on le verra tout à l'heure. Il n'y a pas de tuyau de retour. Elle ne fonctionne en circulation que lorsque vous pulvérisez. Et elle demande un entretien, c'est d'ailleurs pour ça que c'est des bouchons vissés qu'on peut démonter et régulièrement entretenir la tuyauterie, puisqu'on peut avoir des accumulations qui se créent dans cette circulation relativement lente finalement, relativement peu active, de manière régulière. Donc ça c'est un des inconvénients, et on ne peut pas amorcer ces rampes en produit avant d'arriver au champ avec ce type de circulation dite classique. La deuxième des circulations, c'est la circulation semi-continue. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un bouchon au bout de vos tronçons, vous avez tout simplement des tuyaux de retour à chaque tronçon. Donc évidemment, vous démultipliez le volume dit mort, c'est-à-dire en fin de pulvérisation, toutes ces canalisations ont du produit qui se trimballe à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu un souci. Ça ne fonctionne que lorsque vous êtes en pulvérisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus amorcer ces rampes avant d'arriver au champ avec ce type de circulation, en tout cas de manière classique, de manière automatique, donc contrairement à ce qui peut être dit. Alors par contre, on peut le faire une fois en statique arrivé au champ, en diminuant la pression de manière manuelle avec votre appareil. Vous passez en mode manuel, vous diminuez la pression en dessous de 1 bar, 0,9, 1 bar, ce qui va vous permettre, et vous ouvrez la pulvérisation. Ça va vous permettre de faire circuler le produit à l'intérieur sans que les anti-gouttes ici s'ouvrent. Là, ici, vous avez un quadrigé, vous connaissez ça. Ici, vous avez une membrane avec un ressort que l'on appelle un anti-goutte. Voilà, la membrane est ici. Votre produit fait pression là-dessus et ça ouvre votre quadrigé. Et ça, ces anti-gouttes-là sont tarées aux environs de 1 bar. Il y a des membranes un peu plus résistantes qui existent, qui sont blanches, je crois, de mémoire, et qui peuvent être à 1 bar 2, je crois, un petit peu plus tarées, plus fort. Ça veut dire que si vous restez en dessous de cette pression en manuel, vous faites circuler le produit. Alors c'est très lent, c'est de la basse pression, mais c'est un moyen d'amorcer les rampes de manière un peu à l'ancienne, mais qui peut, en 10 minutes, voilà, vous pouvez amorcer vos rampes et partir et éviter le fameux V, là où le produit n'est pas arrivé partout sur la rampe. Alors il existe une circulation entre la 2 et la 3, puisqu'il y a 3 circulations, je l'ai dit tout à l'heure, la classique, la semi-continue et la continue. Mais entre les deux, maintenant les constructeurs ont fait quelques systèmes ingénieux où en fait la différence c'est qu'il y a des clapets sur le retour et en fait quand vous coupez la pulvérisation, les clapets s'ouvrent et vous font inverser la circulation à l'intérieur des rampes. C'est le cas de Hardy, c'est le cas de Amazon. Alors c'est un système qui permet dans ce cas-là, lorsque la pompe tourne de votre pulvérisateur et que vous êtes en mode pulvérisation, là le produit circule et vous arrivez en effet au champ avec une rampe amorcée. Vous avez toujours des volumes morts importants puisque vous avez doublé les tuyauteries, mais vous avez un système mécanique simple qui fonctionne en basse pression aussi. Il fait ce qu'on a essayé de faire en manuel de manière automatique, entre guillemets, de manière mécanique. Ça existe aussi avec un système électrique de coupure pour une marque bleue aussi qui fait ça, et il y en a sûrement d'autres. Donc c'est un moyen simple de faire une circulation qui se fait dès qu'on met en route la pompe de pulvérisation et qu'on est en mode pulvérisation.
Voilà, la troisième des circulations, c'est la circulation dite continue. Alors là, la différence, c'est qu'on a l'arrivée de produits qui de toute façon circulent dans une seule rampe, entre guillemets, même s'il y a des tronçons, bien sûr, mais on va expliquer comment. Et en fait, l'embout de la rampe, bah, ça repart au pulvérisateur. Donc en fait, ça fait qu'une boucle entière. Et donc évidemment, là, ça circule tout le temps, dit que la pompe est en route. Et évidemment, quand ça circule, ça peut être 2 bars, 3 bars dans le pulvérisateur, ça s'ouvrirait si on restait en système mécanique, hein, avec des anti-gouttes comme ça. C'est pour ça que ces pulvérisateurs-là sont faciles aussi à reconnaître. C'est soit un système pneumatique qui arrive derrière ici, donc c'est le pneumatique qui met la pression sur la membrane et qui fait l'ouverture et la fermeture, donc ça fait des ouvertures très franches, très nettes, ou alors aujourd'hui des systèmes électriques. Évidemment, nous, s'il y avait à choisir, on en avait parlé dans la vidéo que je vous mettrai en description, de l'usine du constructeur Harland. Évidemment, nous on préférait le pneumatique d'un point de vue fiabilité, ça fait 25 ans que ça existe et c'est plutôt fiable et on ne mélange pas justement l'électricité avec les engrais notamment, avec l'humidité ça passe encore, mais avec les engrais, les rampes qui se replient verticalement, au niveau fiabilité ça s'avère un peu compliqué. Donc voilà, la circulation continue, elle a le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de dépôt qui peut se créer, on a un faible, très faible volume mort, hein, ça c'est clair. Et puis surtout, on a une circulation permanente. Donc, dit qu'on augmente les concentrations de produits en diminuant les volumes d'eau à l'hectare, c'est vrai que c'est un atout non négligeable. Voilà, il faut en prendre compte si vous faites vos choix dans l'avenir. Voilà. Alors ensuite, pour parler des buses, je voudrais parler une petite parenthèse sur la filtration, puisqu'on en avait parlé un petit peu dans la vidéo numéro 1 et la numéro 2 sur le remplissage. Les filtres sont très importants et je lis et je vois des fois des conseils à droite à gauche où on conseille des maillages de filtres, des tailles de filtres en fait, hein, on mesure les filtres par des couleurs normalisées aujourd'hui. Il y a 5 couleurs qui va du marron, les plus grosses mailles, jusqu'au vert, les plus petites mailles. Alors nos pulvés sont souvent fournis avec des rouges ou des bleus, hein, donc ils sont un peu au milieu de tout ça et qui vont parfaitement bien, mais il faut avoir la même taille de maille pour nous d'un bout à l'autre du pulvé si on veut mettre des filtres. Alors si vous souhaitez mettre des filtres partout, je le redis, c'est en gros fonction des buses que vous allez utiliser derrière. Si vous êtes en engrais liquide, que vous avez des gros orifices, vous n'avez pas besoin de petites mailles qui vont vous freiner le produit et vous faire des fois même dégrader le filtre, voire même il peut même se replier sur lui-même par des débits de pompe importants. Et le filtre ne sera pas de taille à lutter contre une aspiration importante, hein. Donc il faut adapter son filtre finalement à la taille de ces buses que l'on va utiliser derrière. Donc la rouge et la bleue souvent est la plus utilisée en pulvérisation. Jaune, bon, dit qu'on descend un peu, ça peut être compliqué. Donc ça aussi, c'est normalisé et c'est en fait la taille des mailles. Donc on met la même chose partout et si on veut mettre des filtres à tous les niveaux, bah après ça veut dire, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 2, qu'il faut sans arrêt les nettoyer, les entretenir, sans parler des contre-indications que ça peut avoir sur votre régulation, sur tout ça. Donc nous, on n'est pas favorable à ça. Aujourd'hui, les pulvés modernes, avec un filtre principal et un filtre auto-nettoyant de retour, en général, n'ont rien besoin d'autre, si ce n'est d'un entretien régulier, d'un rinçage de qualité, bref, tout ce qu'on a déjà échangé ensemble. Donc c'est important. Ensuite, le choix des buses. Alors il existe plein de modèles de buses différents avec des particularités. On va dire que les plus connus sont les buses à fente, hein. Il en existe deux modèles. Alors les buses à fente, la particularité, c'est qu'elles font un jet plat, hein, en largeur, et puis elles font un cône comme ça, qui peut être de 80 ou de 110 degrés. Hein, donc 80 comme ça, 110 comme ça, et on a un constructeur qui veut se différencier, qui fait 90 et 120. Alors l'angle est important et d'ailleurs il est écrit sur la buse, c'est-à-dire que les buses ont une normalisation au niveau des couleurs. On va de la orange qui est la plus petite, ensuite on a la verte, ensuite on a la jaune, on a la lilas, on a la bleue. Nous on s'arrête là parce que déjà la bleue, même en termes de pulvérisation, ça fait forcément plus des gouttes plus importantes, plus grossières, puisqu'en fait le rôle de cet orifice calibré, quels que soient les modèles de buse, c'est finalement de vous fabriquer des gouttes. Hein, et elle ne sait pas, la buse, fabriquer des gouttes toutes de la même taille. Elle va vous faire plutôt un volume moyen de gouttes, un diamètre moyen de gouttes qu'on a besoin pour à la fois, si elles sont trop fines, ça fait de la dérive, si elles sont trop grosses, ça fait un peu des pâtés, mais ça fait moins de dérive. Mais pour certains modes de pulvérisation, on a besoin d'un nombre d'impacts au centimètre carré, et ça on en parlera dans la dernière vidéo. Donc ça veut dire que le rôle des buses, c'est de fabriquer des gouttes, pas toutes identiques, mais qui soient, pour les meilleures qualités de buse possibles, avec un volume moyen des tailles le plus homogène possible. Et on cherche en gros 200-250 microns, c'est ça qu'on recherche en taille, c'est ce qui nous correspond le mieux pour à la fois ne pas avoir de dérive et avoir une qualité de pulvérisation. Ça, c'est à la portée de tous d'acheter des papiers hydrosensibles et de faire ce travail-là pour les techniciens, les coopératives, les négoces, etc., les agriculteurs, pour finalement regarder toutes les infos techniques qui vont peut-être vous manquer suite à cette vidéo. Et je ne donnerai pas ici l'ensemble de toutes les informations, ça ne sert à rien, il faut aussi que chacun travaille un peu pour comprendre et se faire ses propres repères. Alors les buses ont des normalisations de couleurs qui correspondent à quoi?
à leur débit en litres minutes, à 3 bars de pression. Donc ça, c'est vraiment important puisque je vois, il y a eu des commentaires aussi, c'est faux. Hein. Donc c'est 3 bars, la normalisation. Donc une buse jaune, quel que soit le modèle de buse, c'est 0,8 litres minutes, 0,79 même exactement, à 3 bars. D'accord ? Donc si vous voulez tester cette buse-là sur votre pulvérisateur, vous vous mettez à 3 bars en statique avec un pichet et un chronomètre. Pendant 30 secondes, vous multipliez par 2 ou pendant 1 minute et vous aurez le débit en litres minutes. Vous saurez si votre buse, c'est ce que fait le contrôleur lorsqu'il vient regarder votre pulvérisateur tous les 4 ans. Donc ça, c'est important. Et en fait, c'est normé et c'est pareil quels que soient les types de buses, hein, que ce soit une buse comme ça à fente ou que ce soit une buse à miroir comme celle-ci, hein, donc qui est importante aussi, ou que ce soit une buse à injection d'air comme celle-ci, ou que ce soit une buse à engrais liquide comme celle-ci. D'accord ? Donc elles ont toutes des couleurs et les couleurs vont ensuite jusqu'à rouge, après ça doit être blanc et ça finit par marron je crois, ou voilà un truc comme ça. Ah, donc c'est important parce qu'après on arrive sur du très très gros débit et ce n'est pas les mêmes objectifs justement par rapport à la pulvérisation. Alors concernant maintenant ce qu'il y a d'inscrit sur les buses, il y a le nom du modèle sur la buse, il y a ensuite le degré du cône, hein. Donc 80 degrés, ça veut dire que ça fait une lèvre un petit peu en forme de ballon de rugby comme ça, qui va être un peu moins sensible au bouchage qu'une buse en 110 degrés ou 120 qui est plus pincée comme ça, où de chaque côté de son pincement on peut avoir plus de fines gouttes et quand on regarde le volume moyen des tailles de gouttelettes, justement on a plus de fines gouttes en 110 degrés qu'en 80 degrés. La hauteur de rampe ensuite, évidemment, en fonction de l'angle, pour avoir un double ou un triple recouvrement, la hauteur de rampe va être différente. On va être plus bas avec une 110 degrés, en gros 50 à 60 cm par rapport à la végétation, quand on va être à 80 cm en gros avec une 80 degrés. Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. Un avantage quand on travaille assez vite, qu'on veut une sécurité pour ces rampes, c'est important. Et puis, comme je l'ai dit, par rapport à la forme ovale du trou, où on a moins de bouchage. Donc ça, c'est important. C'est le premier chiffre que vous avez sur la buse, le nom du modèle, l'angle du cône, hein, pour des buses à jet plat comme ça. Et puis ensuite, vous aurez les litres minutes, 0,8 pour celle-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, 0,8 litres minute, une verte, ce sera 0,6 litres minute, etc. D'accord ? Donc ça, c'est important, c'est les repères de votre buse. Et en dernier, vous aurez 2 lettres qui correspondent aux matériaux utilisés. Alors on a soit du plastique moulé, tout bête, un peu comme ça, là, ça va être en plastique moulé, hein, ou voilà, avec la buse qui est à l'intérieur pour faire la quantité d'azote liquide qui va pénétrer dans le trifilet, là. Ou alors, vous avez comme ici de l'acier inoxydable, donc c'est VS, là, les 2 lettres. Ou alors, vous avez de la céramique, donc c'est VK, hein, les 2 lettres. Donc ça, c'est pour dire le matériau d'usure, en fait, hein, puisque c'est ça qui va s'user. Donc il y en a 2 qui sont moulés, le plastique, la céramique. Celui-ci, il est usiné. Donc c'est vrai qu'on apprécie ce compromis d'usinage qui est souvent de meilleure qualité, puisqu'on a parfois des buses d'origine, notamment de certains grands groupes de pulvérisateurs, qui fournissent leurs buses à eux qu'ils fabriquent dans leur groupe, et en fait, elles sont des fois d'origine déjà très irrégulière et de mauvaise qualité, notamment par des qualités de moulage un peu aléatoires. Voilà. Donc dans le choix des buses, c'est en fait fonction de ce que l'on va vouloir faire comme travail. Les buses à fente, on en a 2 catégories, les buses à fente classiques et les buses à fente dites de basse pression, qui, en fonction d'une variation de pression possible, ne changent pas leur angle et conservent toujours un bon volume moyen de taille de gouttelette. C'est ça la différence avec une buse à fente classique qui, elle, dit qu'on va baisser la pression, va avoir un angle qui va se dégrader et surtout commencer à faire un peu plus des grosses gouttes et des pâtés. C'est pour ça que passer les lilas en couleur, le débit est trop important pour faire une belle qualité de pulvérisation et c'est comme ça qu'on en réfléchit à parfois avoir un volume plus faible pour garder toujours la plus belle qualité de pulvérisation. Les buses à injection d'air, c'est la même chose, elles ont des pressions d'usage, hein, toutes ces buses-là, que ce soit la buse miroir que j'ai ici, qui elle a une fente ici à l'arrière, qui donc fait un angle plutôt de 120-130 degrés comme ça, vers l'arrière, donc qui a tendance à avoir une couverture même à basse hauteur par rapport à la végétation, donc ça peut être un atout, et on va pénétrer davantage dans la végétation qu'une buse à fente classique. Donc ça, c'est un intérêt. Comme un outil, les buses sont considérées comme des outils en fonction des objectifs que vous avez, des produits que vous utilisez, un produit de contact, un désherbage en fond de végétation, une maladie qui est plutôt à l'intérieur, un insecticide. On ne va pas avoir besoin du même nombre d'impacts au centimètre carré, pas avoir besoin de la même pénétration. Et c'est là que le choix de la buse, évidemment qu'on va travailler dans sa bonne pression. C'est pour ça que nous, dans les tableaux des buses, on entoure les conseils de pression d'usage qu'on a nous mesurés après toutes ces années et qui permettent d'avoir des fourchettes d'usage de la buse en toute sécurité pour garder toujours l'objectif de la qualité de pulvérisation.
Les buses à injection d'air sont souvent utilisées à des pressions trop élevées. Pour nous, 3 bars, c'est le maximum et c'est 3 bars le minimum. Voilà, en gros, ça va être ça. En dessous, on fait des gros pâtés. Au-dessus, c'est plus la peine d'avoir une antidérive. Au-dessus de 3 bars et demi, on commence à refaire de la petite goutte. Donc, de toute façon, il faut remballer les gaules. Il faut se servir d'une autre buse bien meilleure en termes de pulvérisation, puisque celle-ci fait un peu des gros pâtés. Elle est plutôt à réserver pour certains traitements sur le sol ou éventuellement le glyphosate, mais en gros, ça va être ça son usage et malheureusement, on les voit de manière trop régulière, trop systématique sur les pulvées, comme pour se rassurer, alors que rien ne remplace les bonnes conditions d'application et surtout pas des buses qui sont censées limiter la dérive. Le but, c'est de ne pas avoir de dérive pour justement faire une bonne pulvée. Donc voilà les choses simples sur les buses. Donc vous redire aussi qu'on ne choisit pas sa buse par rapport à un volume hectare, ça c'est très très important. Le premier choix pour choisir votre buse, c'est votre vitesse de travail possible. Donc ça c'est important, ça dépend du relief, de la taille des parcelles, etc. Et finalement, en choisissant une vitesse, vous allez avoir, dans toutes ces couleurs-là, vous allez choisir une vitesse, vous allez avoir plusieurs couleurs possibles. Et à l'intérieur de la case, dans les fourchettes de pression conseillées, vous allez avoir un volume hectare, qui est la conséquence de votre choix. Ça n'est pas dans l'autre sens, d'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, on en parlera dans la vidéo numéro 5. Pourquoi choisir tel volume? Pourquoi 150 litres et pourquoi pas 80 ou 50? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut faire finalement la même chose ou est-ce qu'il faut mouiller pour avoir une bonne pulvérisation? Alors on va aussi parler un petit peu des buses d'engrais liquide. Donc souvent on a les trifilés assez connus qui là se travaillent aussi à 1,60 m, 1,80 m de haut par rapport à la végétation pour avoir toujours son recouvrement. Donc ça, c'est des buses qui sont très sensibles à la pression et qui favorisent un peu la volatilisation, il ne faut pas se leurrer. Donc depuis quelques années sont arrivés les 5 filets et pour nous les 7 filets, puisque l'avantage c'est qu'elles ont une chambre de décompression ici qui permet d'être moins sensible à la pression qui est mise au-dessus. Pour augmenter votre débit, vous augmentez la pression. Mais comme c'est dépressurisé, ça coule vraiment comme un robinet ouvert gentiment et ça limite les fines gouttes, ça limite le brûlage, ça limite la volatilisation. Donc ça, c'est un choix indispensable. Pour tous ceux qui veulent garder de l'engrais liquide, voilà. Donc ça, c'est important, c'est un choix à faire. Après, vous avez quelques buses un peu exotiques comme les doubles fentes comme ça. Alors celles-ci, elles sont particulières parce qu'elles étaient soi-disant faites pour augmenter la possibilité d'augmenter la vitesse, puisque les doubles fentes, à partir de 7-8 km/h, s'annulent en fait et n'ont que peu d'intérêt technique. Donc écoutez, voilà, ça a le mérite d'exister. Mais bon, c'est important de savoir que ça existe. Ce qu'il faut, c'est comprendre les normalisations. Et on ne peut pas utiliser la même buse forcément que le voisin. Et c'est vraiment important quand on voit le prix des pulvées et que la buse est souvent considérée à la fin. N'achetez pas toujours aussi un pulvé avec les buses que vous propose le constructeur. Parfois, la qualité de leur buse n'est pas à la hauteur. Donc, il vous faut vraiment prendre des buses qui sont des outils. Alors, pour nous, il vous faut au moins 3 jeux, je pense, sur un pulvérisateur. Une buse à fente plutôt basse pression comme celle-ci. Une buse miroir, c'est très important puisqu'elle permet d'autres choses que traiter les épis, enfin des choses comme ça. Et puis l'injection d'air réglementaire qui nous permet aussi beaucoup de choses, voilà, les traitements de désherbage de sol, etc. Voilà, donc je pense qu'on a vu les éléments principaux dans vos choix. La prochaine fois, on verra, je vous dis, l'impact sur les volumes, c'est important, les choix, pourquoi faire tel ou tel volume. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à poser des questions pour dialoguer toujours sur la chaîne comme on le fait depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et puis partagez cette vidéo si elle vous a intéressé. Et puis abonnez-vous surtout, c'est quand même important. Et je vous dis à bientôt.